Près de la moitié des personnes formées dans les milieux forestiers cessent leur activité dans les 5 ans après l'obtention d'un CFC. Les causes les plus souvent évoquées sont la douleur et la pénibilité du travail. Moi je peux prendre Studio puis Léonard il prend en moi. Ouais, c'est peut-être mieux. Un peu plus proche du sol. De même, un travailleur de nuit sur 5 doit cesser son activité suite à des troubles du sommeil ou des problèmes de digestion. La pénibilité du travail se situe dans l'effort physique, mais aussi là où on ne la suspecte pas. Le travail de forestier est passionnant, mais il comporte des aspects souvent pénibles pour le corps. Les lieux d'abattage sont parfois inaccessibles, les charges sont lourdes, les mouvements répétitifs et sollicitent souvent le dos. Les travailleurs sont exposés aux intempéries. Bref, leur travail est physiquement astreignant. Alors comment faire pour pratiquer un métier de la sorte sur le long terme sans trop s'user? C'est le thème de l'antidote de ce soir. Ces forestiers bûcherons travaillent à la force de leurs bras. La tronçonneuse pèse bonnement 7 à 10 kilos et les maux de dos sont fréquents. Didier Pitlou est apprenti, il arrive au terme de sa formation et déjà, il se rend bien compte de la pénibilité du travail. On doit porter beaucoup de poids la journée, et puis on n'est pas toujours vraiment placé pour avoir une bonne posture. On nous demande de garder le dos bien droit, mais on va dire que ce n'est pas toujours possible, et puis de temps en temps on s'oublie. Vous pensez pouvoir faire ça toute votre vie? Non. Pourquoi? Je serais foutu avant. Non, ça ne sera pas possible. Je peux faire attention comme je veux, ça reste un métier pénible. Au bout d'un moment, le corps il va me dire stop. Mais j'aimerais bien en faire le plus longtemps possible, ça c'est clair. Il y a très peu de gens qui vont jusqu'au bout, jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite? Très peu, ouais. Ouais, ça reste des mythes. Depuis toujours, les problèmes de dos sont légion. Déjà 4000 ans avant Jésus-Christ, un papyrus égyptien mentionnait un lombago chez un ouvrier employé à la construction d'une pyramide. Mais dans les 30 dernières années, de plus en plus de personnes ont eu de la peine à faire face à leurs problèmes et le nombre d'invalides est allé croissant. C'est devenu un véritable problème de santé publique. Alexis Cantacuzen est horticulteur de formation. Il dirige aujourd'hui une exploitation agricole et cultive du seigle, du colza, des céréales. Il prend dans ses installations des chevaux en pension. Le travail dur, il connaît, et les maux de dos aussi. Timmy, ça va? T'es de bonne humeur. Dès mes 20 ans, j'ai eu une double hernie discale suite à un effort en voulant enlever un sac de maïs. Et j'ai été opéré. Mais j'ai beaucoup de chance d'un autre côté parce qu'on m'avait prédit de pouvoir peu solliciter mon dos et j'ai pu continuer mon activité en utilisant mon dos. Je suis convaincu que la motivation, le plaisir au travail, la passion aident à passer par-dessus les maux de dos et puis il ne faut pas trop s'écouter non plus chaque fois que ça grince un peu. J'ai des épicondylites, certainement dû à un effort qui s'est reporté sur les bras en voulant décharger le dos. Et puis c'est aussi des douleurs qui sont longues et sournoises. Lorsqu'on est en période intensive de travail, il faudrait s'immobiliser, opérer avec 3 mois. C'est des choses pour un indépendant qui ne sont pas concevables. Alors on a recours à des infiltrations de cortisone. Ça fait mal 2 jours et puis ensuite on est bon pour 2 mois. Tous les matins, Alexis nettoie les boxes des chevaux, il soigne les bêtes et s'occupe des machines. Alors c'est sûr que quand on va bien, les mouvements de la fourche ne posent aucun problème. Mais si on a fait un faux mouvement la veille ou dans la journée, ça peut être pénible de faire les pétoles. Je reviens mettre la sciure. C'est souvent la durée des choses répétitives. Hein. Si on est en été dans les fenaisons, que ce soit le fauchage, ensuite on tourne les foins, ensuite on les met en ligne, ensuite on bottelle, ensuite on charge, on décharge. C'est des heures de travaux, de bosses, de secousses, monter, descendre des tracteurs, se tirer dans les tracteurs qui sont quand même assez hauts. À la fin de la journée, c'est sûr que le dos sera fatigué et puis ça sera les cachets qui nous aideront à passer la journée suivante.
souvent de se faufiler comme ça dans les machines. Quand on croche ou on décroche, il y a tout l'effort à faire de crocher, de pousser, et on n'est jamais dans la bonne position. Si on fait des exercices de posture ou de musculation, c'est toujours dans des contextes où on est droit, bien posé. Dans la pratique, on n'arrive pas à les appliquer. Hein. Et c'est pas possible, il faut faire, et puis on ne peut pas avoir tout à plat. La première chose à dire, c'est que le mal de dos, la lombalgie comme on l'appelle, c'est un mal extrêmement fréquent puisqu'il touche 30 à 40% de la population sur une année, à peu près de 80% sur une vie entière. Donc la lombalgie, le mal de dos fait partie un peu de nos vies à tous. Maintenant, il existe bien quelques facteurs de risque pour déclencher un mal de dos. Bon, ça peut venir tout seul, naturellement, spontanément. Il peut y avoir des petits faux mouvements qui quelquefois déclenchent un mal de dos. Un port de charge un peu brutal peut aussi déclencher un mal de dos. Mais ces facteurs déclenchants ne disent pas grand-chose sur la cause, qui la majorité du temps est bénigne. Une petite déchirure musculaire, une petite élongation ligamentaire, et puis la chose rentre tranquillement dans l'ordre. Gilles Rivier est directeur médical à la clinique romande de réadaptation. Il est spécialiste des problèmes de dos, des problèmes qui sont très fréquents et dont les origines sont parfois mystérieuses. Une personne peut vivre avec une hernie discale sans s'en rendre compte, une autre ne supportera pas une simple lombalgie bénigne. Ici, vous avez le tronc avec le bassin, la colonne vertébrale qui est ici. En haut, la nuque, la colonne cervicale n'est pas là, mais vous trouvez la colonne dorsale ici et la colonne lombaire. Quand on parle de lombalgie, on parle de toute cette région ici, des lombes et puis des fesses, hein, cette région-là. Comme vous pouvez le voir, la colonne vertébrale est constituée de plusieurs os qui sont empilés les uns sur les autres, les vertèbres. Ces os ont une partie assez compacte ici devant et un arc qui vient fermer derrière un canal où passent les nerfs à l'intérieur ici. On voit ce canal ici où passe la moelle épinière ici, prolongement du cerveau, et ce n'est pas la moelle osseuse, c'est la moelle épinière, et puis les nerfs qui vont transiter dans le canal qui se trouve là derrière, et une paire de nerfs, un nerf de chaque côté à chaque étage va sortir. Ceux qui se situent le plus bas vont s'occuper de tout ce qui est vessie, selle et des membres inférieurs. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Hein. Tout ceci est extrêmement solide et chaque vertèbre est séparée de l'autre par un disque, vous voyez, un coussin comme ceci. La hernie discale est une partie de ce disque qui s'affaiblit, bombe vers l'arrière et qui vient irriter, enflammer le nerf, ce qui déclenche des douleurs, souvent le long de la jambe. On peut vivre avec une hernie discale et elle peut même passer inaperçue, mais elle peut aussi être parfois très douloureuse et requérir des soins immédiats. Dans la vaste majorité des cas, cette atteinte radiculaire rentre dans l'ordre après 8 à 12 semaines de mesures thérapeutiques. S'ensuivra une adaptation des travaux à effectuer au quotidien. Il ne suffit pas de dire « Ok, je dois lever de temps en temps 30 kilos », mais la question à se poser, c'est est-ce que c'est un lever unique? Ce sont des levées multiples sur, je ne sais pas, une dizaine de minutes ou sur une heure ou une demi-journée. Dans quelles conditions puis-je le faire? Est-ce que la charge est de pas trop grande taille? Est-ce qu'elle est plutôt à hauteur de hanche et il me suffit juste de la déplacer de 1 mètre? Ou bien est-ce que ça se situe tout au fond à droite, il faut que je me pense, que je me torde pour tirer ceci, ensuite prendre à moi, mais j'y arrive pas, et puis je suis sur un terrain comme ceci, etc. Tout ceci compte. Donc je dirais, plus on peut éviter à la personne de lever des charges lourdes, en lui donnant des systèmes d'aide à disposition, lui mettant à disposition ceci, ou bien en organisant la place de travail un peu différemment, mieux c'est. Mais dans le milieu de l'agriculture, ce n'est souvent pas possible de changer sa façon de travailler. Jean Carupt y est pourtant parvenu. Depuis son plus jeune âge, il travaille dans la vigne, porte des charges lourdes, taille, fait les vendanges. En 1992, il se lance comme encaveur et les problèmes de santé se manifestent. C'était l'outil de Cro-Magnon. Je vais garder celui-là pour le faire avec la... En 1996, il fait une hypocondylite au bras droit, puis en 2000, c'est le dos qui le fait souffrir. Une hernie discale coince son nerf sciatique et il doit se faire opérer. Aujourd'hui, il a changé sa façon de travailler. Tout ça. Boulot, hein? Quand on a 1000 à faire, avant on employait un sécateur à main.
Et puis on doit beaucoup se plier les genoux, faire un effort, se relever. Pour nous, ça représente près de 400 000 mouvements sur la saison, sans compter les vendanges. Ça causait quel problème? Ça nous fait mal tout au bras, et puis les jambes, le fond du dos, pour toute la journée faire le même mouvement répétitif. On va remplacer par un sécateur pneumatique ou électrique, ça en certaines exploitations. Ça enlève pas les 400 000 coups, mais c'est beaucoup plus facile au niveau physique. Et puis on a choisi de s'asseoir aussi pour ménager les jambes. Pour ne pas changer de métier, Jean Carupt a mis en place des stratégies qui limitent les douleurs. On a adapté nos outils de travail pour essayer de réduire les charges surtout, et puis réduire les mauvaises positions et les efforts répétitifs. D'abord éviter de faire le même travail pendant des longues périodes. Par exemple, une mise en bouteille, on change, un moment on bouchonne, un moment on voit des bouteilles vides, un moment on porte les cartons. Pas rester statique, toujours au même endroit, et à la vigne, la même chose. Est-ce que vous avez le réflexe de vous dire le travail, il faut que je le fasse, tant pis pour la santé? Plus maintenant, ça c'est sûr. Ça c'est des réflexes qu'on avait à 20 ans. Et là, on réfléchit différemment. C'est sûr. Céder les genoux, ça c'est la deuxième règle. Donc on va utiliser les genoux ou les jambes. Une autre règle. Il faut aussi garder le dos droit. Garder le dos droit. Donc pour soulever la charge, on va toujours avoir le dos droit. Pour aider les jeunes à réfléchir autrement, des cours de prévention font aussi leur chemin dans les écoles d'agriculture. À Châteauneuf, un projet pilote a été mis en place avec l'aide du service de prévention des accidents dans l'agriculture et de la SUVA. Après avoir suivi un cours de renforcement musculaire, ces jeunes s'attaquent aujourd'hui aux gestes et postures. Donc là, on peut plier les genoux pour la prendre, mettre son poids en avant et avancer. Puis on va déplacer son poids du corps pour faire avancer la brouette plutôt que de la soulever, ce qui évitera en fait de tasser les vertèbres. On porte de moins en moins, donc on devrait avoir moins mal au dos. Et c'est l'inverse qui se passe parce qu'on ne sait plus porter et surtout on n'a plus la musculature qui est faite pour porter. Il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte, c'est les véhicules agricoles, où si vous avez un mauvais siège, des mauvaises positions dans le véhicule, avec les vibrations, ça engendre aussi des problèmes de dos. Au niveau de l'agriculture, c'est vraiment le dos, lombaire et dorsal. Plus de 3/4 des apprentis se plaignent déjà maintenant en première et deuxième année des problèmes de dos. Ouais, c'est vraiment un gros souci. Comment on fait ? L'idée est de sensibiliser les apprentis à ces problèmes de santé, de faire avec eux un bilan fonctionnel et un suivi sur la place de travail, de les motiver à s'échauffer avant de commencer un travail pénible. Le souhait ou l'espoir serait que le jeune finalement transmette ça sur sa place d'apprentissage, auprès de son environnement, auprès de ses collègues, collaborateurs, et que dans quelques années, conscient finalement que ça a été bénéfique au niveau de la corporation, au niveau de son organisation ou de l'association fêtière, qu'il puisse aussi témoigner et en parler. Et puis en parallèle que le SPAA est dans les campagnes de la SUVA, finalement sous forme de journée de formation continue ou de demi-journée, dans la panel finalement des offres de formation continue, on pourrait imaginer de mettre sur pied ce genre de module. Là-bas, on écoute. Normalement, on fait comme ça. Ouais. Donc ça, c'est la position à ne pas faire. Alexis Cantacuzen aurait bien aimé suivre ce type de cours lorsqu'il a commencé le métier, pour avoir les bons automatismes. Mais la réalité du terrain l'aurait, selon lui, quand même rattrapé. Assis à table avec vous, pas de souci, on peut tout expliquer, comment s'asseoir, se lever, se plier. On peut tout au milieu d'une salle, s'entraîner, se muscler. Par contre, dans le travail plus concret, c'est sûr que dans la précipitation, eh bien, le mouvement sera de travers. Et puis dans la pratique, si on accroche une remorque à un tracteur, on ne peut pas être droit en face, on sera ou d'un côté ou de l'autre, automatiquement nous serons de biais, tordus,
un effort à faire qui se répercutera sur le dos. Et le dos aura cette sournoiserie de ne pas nous indiquer tout de suite. Hein. C'est à la fin de la journée, qu'en descendant du tracteur, on aura mal, on sera courbattu et le lendemain et les jours suivants, on le payera cher. On peut travailler avec un mal de dos? Oui, si on le supporte. Ça peut apparaître cynique, mais je ne crois pas que c'est cynique, c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que si le mal de dos ne représente pas au quotidien un problème trop important, c'est gênant bien sûr, c'est ennuyeux, mais si on arrive à faire avec, probablement que c'est beaucoup mieux que de ne plus pouvoir faire face et de se retirer progressivement de sa vie socio-familiale, avec tout ce que ça implique ensuite comme isolement, problèmes liés aux assurances, éventuellement invalidité. Il y a de ceux qui viennent juste pour l'hiver. Plus de 9 fois sur 10, la cause est musculaire ou dans la colonne, mais sans gravité. Du point de vue médical, s'entend. Ça n'est pas un cancer, ça n'est pas une infection, ça n'est pas une fracture, ça n'est pas une hernie discale avec une sciatique. Là, le message le plus important, c'est tenter de rester actif. Regardons ensemble ce qui peut vous soulager et choisissons parmi les multiples moyens qu'il y a d'aide ce qui peut vous rendre le plus grand service, que ce soit des mobilisations, des manipulations, des exercices surtout. Tout ceci aide, donc il faut en parler. Mais si en parler c'est dramatiser, alors ça devient un problème. Pour Alexis Cantacuzen, ça n'a jamais été un problème. Depuis l'âge de 20 ans, il ressent des douleurs, il essaie de vivre avec au jour le jour et il ne s'écoute pas spécialement. Quand les choses ne vont pas tout de suite mieux, on commence à se faire des scénarios et si on catastrophise un peu ce qui arrive, on dort mal, on se fait de plus en plus de soucis, on commence à se retirer progressivement de la vie active et ça c'est le pire, c'est ce qui mène à l'invalidité et qui est vraiment l'évolution la plus redoutée pour un mal qui est au début souvent bénin. Lorsque la douleur est trop forte, il y a des solutions. Les médecins, les chiropraticiens, ostéopathes, physiothérapeutes peuvent apporter une aide précieuse. Et mieux vaut rester actif dans la mesure du possible, trouver des stratégies pour faire le même travail, peut-être de manière différente. D'autres métiers moins réputés pour leur pénibilité sont quand même la source de nombreux cas d'invalidité. Les caissières, par exemple, qui sont assises toute la journée et font le même geste répétitif, toujours du même côté, sont à risque d'avoir des problèmes de dos, de coude ou de tendons. Et à côté des métiers qui éprouvent notre corps, il y a ceux qui mettent à rude épreuve notre rythme biologique. C'est le cas du travail de nuit. Caroline Bété est infirmière, elle fait des nuits depuis 8 ans. Il est 19h, elle est partie pour 12 heures d'affilée. Elle fait entre 4 et 6 nuits par mois, donc en moyenne une par semaine. 20h, mais sinon sur la nuit, il n'y a rien. Et puis tu as de l'orénol aussi à 20h. Comment vous vous préparez pour ces nuits ? Généralement, avant la première nuit, j'essaie de faire une journée un peu tranquille, de ne pas organiser grand-chose. Je vais me coucher entre 4 et 6, me reposer un petit moment et puis je viens travailler pour 7 heures. Mais c'est assez dur à rester éveillé toute la nuit ? Oui, souvent. Mais ça va, tant qu'il y a quelque chose à faire, ça va. Et puis le travail, il y en a toujours généralement. Il y a toujours de quoi faire. Alors, bonne nuit. Merci. Bonne nuit à toi aussi. Merci. À bientôt. Ciao. Caroline gère plus ou moins bien les nuits. Elle a souvent des coups de barre au travail, elle a déjà souffert d'insomnie et le matin, après une nuit, elle a des brûlures d'estomac. Bonjour mademoiselle. Bonne santé. Comment vous gérez l'alimentation ? Généralement, j'essaye de manger un petit quelque chose avant de partir, vers 6 heures. De prendre un repas avec moi, le souper que j'aurais mangé en temps normal, de prendre avec moi au travail. Après, le problème, c'est qu'on ne sait jamais à quelle heure on va pouvoir manger. Donc, des fois, c'est 10 heures, comme des fois, c'est 1 heure du matin, comme des fois, c'est 4 heures du matin. Donc, c'est vrai que généralement, à 4 heures du matin, les spaghettis préparés le soir d'avant, ça donne pas trop envie. Ça tourne plutôt autour des tartines. Donc voilà, c'est pas... Puis le petit-déj, généralement, on déjeune vers 5 heures. Et puis voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu le gros morceau avec le sommeil, quoi. Donc ça vous arrive de grignoter aussi pour vous tenir éveillé ? Oui, tout à fait. On grignote même pas mal, je dirais, la nuit. À l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive, les problèmes des travailleurs de nuit sont bien connus. Les troubles du sommeil et de digestion arrivent au premier rang.
On a nos gènes qui font qu'on peut être un petit dormeur, un grand dormeur, un oiseau de nuit. Donc il y a des gens qui résistent plus ou moins bien à être réveillés la nuit et à ne pas dormir. Mais au-delà de ça, le corps n'est pas fait pour être actif la nuit. Tout notre organisme, encore une fois, notre cœur, notre tension artérielle, nos hormones, tout se met au repos la nuit. Donc en travaillant la nuit, on va à l'encontre de cette mise au repos de notre organisme. Et ça implique pour lui un coût à cet organisme. Un coût en termes de, par exemple, pour la digestion. On sait que la digestion, la nuit, est beaucoup plus lente, elle est ralentie, parce qu'il y a cette mise au repos de tout le système digestif. Or, la nuit, on travaille, et donc on va manger, on va prendre nos collations, on va finalement souper la nuit, etc. Et de là, comme conséquence, avec un ralentissement de la digestion, les gens vont commencer à se plaindre de brûlures d'estomac, de troubles du transit. Je suis constipée, j'ai des diarrhées. Donc, objectivement, on constate que le fait de travailler la nuit a un coût pour l'organisme en termes de digestion. 10% des travailleurs de nuit supportent bien leur situation. A contrario, 20% doivent arrêter leur activité suite à des troubles de santé. Et 70% supportent plus ou moins bien, mais le corps n'est pas fait pour être actif la nuit. On sait que l'hormone de la mélatonine va commencer à augmenter avec la baisse de la luminosité du jour, ce qui va favoriser le sommeil. Et donc ça, cette sécrétion de la mélatonine ne va jamais être modifiée, qu'on travaille le jour, qu'on travaille la nuit, etc. Donc vers la fin de la journée, quand la luminosité baisse, la mélatonine va être sécrétée et ça va induire chez nous une mise au repos de notre organisme et finalement nous faire entrer dans le sommeil. Et ça, pour un travailleur de nuit, il va vivre ça aussi, cette augmentation de la mélatonine au cours de la fin de journée, au cours de la nuit. Et donc il va devoir se battre inconsciemment. Enfin, parfois consciemment, parce qu'il y a des chutes de... Mais son organisme va devoir se battre contre finalement cette mélatonine qui va induire le sommeil, alors qu'il faut rester éveillé pour être performant, pour travailler. Bonjour. Bonjour, Madame Bettet. Oui, enchantée. Docteur Prat. La loi sur le travail permet aux personnes concernées de pouvoir faire un test d'aptitude au travail de nuit. Nous retrouvons Caroline qui peut bénéficier d'un tel examen et d'un suivi médical tous les 2 ans. Vous êtes bien installée ? Ok. J'ai des périodes d'insomnie, j'arrive pas à trouver quel est le facteur commun entre ces périodes où ça va bien et les périodes où ça va pas. Mais je me réveille à 2h du matin et entre 2h et 5h, c'est impossible de dormir. C'est des sommeils très agités aussi. Oui. Et depuis que j'essaye de faire qu'une nuit à la fois, il me semble que ça va mieux. Ça va mieux, d'accord. Il me semble là, que ça va vous mieux. avez trouvé une stratégie, on va oui, dire. Ouais, j'ai fait ce que je pouvais. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que d'un point de vue de l'estomac, de la digestion, est-ce que de ce point de vue-là, comment ça se passe ? C'est pas évident, effectivement. Surtout le matin. C'est surtout quand je travaille de nuit. Quand je travaille pas de nuit, j'ai absolument aucun souci. C'est surtout le matin où j'ai facilement des brûlures d'estomac. Peu importe ce que je déjeune, en fin de nuit, j'ai des fortes brûlures d'estomac. D'accord, donc l'alimentation pendant la nuit, on le voit, un repas chaud en général, mais qui n'est pas vraiment fixe, à une heure fixe. Le métier veut ça, finalement, c'est pas possible. C'est un peu ça qui est le plus difficile, je trouve. L'hygiène de vie est aussi plus difficile à avoir une bonne hygiène de vie pour un travailleur de nuit. D'une part, déjà par l'alimentation. Quand est-ce qu'il faut manger de manière régulière, avec des repas à telles heures, avec des collations ? On voit que les gens ont de la peine. La nuit, auront tendance justement à manger des choses plutôt grasses, parce que, par exemple, typiquement, si on a froid, on aura envie de manger plus de graisse, de choses chocolatées, des choses qui contiennent du sucre et de la graisse. C'est réflexe. Et on sait que ça, pour l'organisme, ça peut être une tendance au surpoids, voire à l'obésité. Il y a une association qui a été trouvée, travail de nuit et prise de poids. Mais c'est vrai qu'idéalement, ce qu'on conseille, c'est d'essayer d'avoir un rythme alimentaire quelque part régulier, de pouvoir manger à midi, le soir, prendre des collations entre les repas qui peuvent être chaudes mais plus légères. Donc ça veut dire qu'à midi et le soir, idéalement des repas consistants, équilibrés, entrecoupés de collations, de laitage, de fruits, de céréales, mais des choses un peu plus légères, aussi pour diminuer le risque de brûlure d'estomac. Si on mange gras et trop copieux durant la nuit, ça va s'en ressentir au niveau de l'estomac. Ouais.
La nuit, la fréquence cardiaque se met également au repos et le travail de nuit va donc augmenter les risques de problèmes cardiovasculaires de 40% par rapport à une personne qui fait un travail de jour. Sur le long terme, les conséquences liées à la vie nocturne peuvent donc être importantes. Mais le travail de nuit est aussi inévitable dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'alimentation, alors mieux vaut trouver des stratégies, comme l'a fait Caroline Bettet, pour vivre au mieux avec cette situation. Que le travail soit pénible physiquement, biologiquement ou psychologiquement, il existe des stratégies pour améliorer sa qualité de vie et faire en sorte d'éviter le plus possible les problèmes de santé sur le long terme. Parfois, bien sûr, il est impossible de faire toujours les bons gestes pour éviter les charges lourdes pour le dos ou les bras, mais si des automatismes sont pris durant la formation, cela peut s'avérer utile. Et rappelez-vous que la loi sur le travail permet à l'employé de nuit de demander un examen de son état de santé ainsi que des conseils pour réduire les problèmes de santé liés à son travail. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous, comme toujours, la semaine prochaine.